Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris sur le climat. En 2015, plus de 200 pays s'étaient engagés à tout faire pour tenter de contenir le réchauffement de la planète en dessous d'1,5 degré dans les prochaines décennies. Mais d'après un consortium de scientifiques, c'est raté. Le réchauffement global dépassera ce seuil dans quelques années. Conclusion d'une étude publiée le jeudi 19 juin. Toujours selon les experts, l'activité humaine continue d'émettre des gaz à effet de serre en trop grande quantité et les efforts actuels sont insuffisants pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors qu'est-ce qui empêche justement de tenir cet objectif d'1,5 degré et qu'est-ce que ce dépassement peut avoir comme conséquence ? Élément de réponse avec Frédéric Mouchon et Émilie Torgemène, journalistes au Parisien qui couvrent les sujets liés au climat. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Frédéric Mouchon, en 2015, la COP21 organisée à Paris s'achève avec un accord qui est alors salué comme une victoire et qui reste dans les mémoires. Que dit cet accord ? Alors cet accord, il est surtout marqué par un objectif à long terme en matière de température. L'objectif, tel qu'il est inscrit entre guillemets dans cet accord, est de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à plus 1,5 degré. Donc il y a bien cette notion de plus 1,5 degré qui est inscrite noir sur blanc dans cet accord. Le tout en reconnaissant que cela réduirait considérablement les impacts du réchauffement climatique. Et dans cet accord, la phrase sur cet objectif de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré a été rajoutée in extremis avant la fin de la COP. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, cette mention du seuil de 1,5 degré, c'était une revendication portée par les petits États insulaires qui sont menacés de submersion par la montée des eaux. En fait, elle a surtout une portée symbolique et politique, puisque l'idée de rester sous le plafond de 1,5 degré, on voit bien que c'était assez irréaliste, ça l'est aujourd'hui. En l'état actuel des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et certains spécialistes étaient assez sceptiques sur cet objectif, sachant qu'il n'y avait aucun objectif chiffré ni engagement ferme lié à ce seuil de 1,5 degré. Émilie Torgemène, pour qu'on comprenne bien, quand on parle d'un réchauffement de la planète à 1,5, 2 ou 4 degrés par exemple, ça signifie quoi ? Alors quand on dit ça, on parle d'une température moyenne de la planète et quand on dit plus 1,5, 2, 4, ce qu'on veut, c'est par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1850. À partir de ce moment-là, l'activité humaine a commencé à émettre beaucoup de gaz à effet de serre et donc on compare à la période pré-industrielle parce qu'on compare à une période de réchauffement naturel, c'est-à-dire quand l'impact humain n'était pas sensible. Mais dans les faits, un réchauffement global, ne serait-ce que d'1 degré, se traduirait par des hausses de température bien plus importantes à certains endroits du globe, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le globe ne se réchauffe pas à la même vitesse partout. Il y a une différence assez simple à comprendre. L'océan se réchauffe moins vite que les continents. Pour l'instant, grosso modo, on a gagné 1 degré au-dessus de l'océan et on a gagné 1,8 degré au-dessus des continents. Après, région par région, il y a aussi des différences. L'Arctique est la région qui se réchauffe le plus, 3 fois plus que la moyenne planétaire, mais il ne faut pas croire qu'on est épargné, nous, en France hexagonale, puisque l'Europe, et notamment l'Europe de l'Ouest, est une région qui se réchauffe particulièrement vite. Donc si la planète se réchauffe d'1,5 degré, ça ne veut pas dire qu'ici, en France, il fera en moyenne plus 1,5 degré. Non, vraisemblablement, en France, il fera plus que 1,5 degré de plus en moyenne. Et qu'est-ce qui réchauffe le climat, concrètement ? L'effet de serre. L'effet de serre, c'est assez simple à comprendre. C'est un phénomène physique qui fait que certains gaz, en restant dans l'atmosphère, retiennent la chaleur, ce qui revient à chauffer l'atmosphère exactement comme dans une serre où on fait pousser des fleurs ou des légumes. Donc, qu'est-ce qui émet ces gaz à effet de serre ? Eh bien, il y a des gaz à effet de serre naturels, par exemple ceux qui sont émis par les volcans. Ça existe.
Mais depuis longtemps, enfin depuis la période industrielle, donc on l'a dit, milieu du 19e siècle, en fait, de très loin, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, c'est l'humain, c'est l'activité humaine. C'est notamment tout ce qui concerne la combustion des énergies fossiles, très simplement le charbon, le gaz et le pétrole. Émilie Torgemène, ce qu'il faut rappeler aussi avant d'aller plus loin, c'est que les scientifiques ne peuvent pas prédire l'avenir et qu'ils travaillent sur des scénarios pour imaginer ce que serait la planète, la vie sur Terre, à plus 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés, d'ici plusieurs décennies par exemple. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dessine en fait plusieurs scénarios plausibles. Et le mot est important, ils ne les inventent pas, ils imaginent selon les choix politiques, les grands choix des grands pays, qu'est-ce qui va être émis dans l'atmosphère. Si on choisit de consommer beaucoup de charbon, par exemple, ou beaucoup de pétrole, ça va émettre plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc on parle d'un scénario maximaliste. Si l'on continue comme on le fait, c'est un autre scénario qu'on appelle généralement scénario business as usual, et qui nous envoie à un réchauffement à plus de 2 degrés, 2 degrés 3 approximativement. Et puis, il y a un scénario un peu catastrophique qui estime que les États ne vont pas du tout respecter leurs engagements et qui peut nous envoyer à plus de 4 degrés de réchauffement climatique. Frédéric Mouchon, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en théorie, pour tenter de contenir le réchauffement de la planète bien en dessous des 2 degrés, comme le disent les accords de Paris, d'ici à la fin du siècle ? Idéalement, en fait, il faudrait atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire absorber autant de carbone qu'on en émet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment on fait ? D'abord en réduisant nos émissions liées au transport, à l'agriculture, à l'industrie. Ensuite, en protégeant mieux nos puits de carbone. Les puits de carbone, c'est notamment la mer qui absorbe du CO2, mais c'est aussi les forêts qui captent du carbone, mais qui sont de plus en plus fragilisées. Et alors concrètement, à quoi s'engagent les États en 2015 au moment de signer l'accord de Paris pour tendre vers cet objectif ambitieux ? C'est là que le bas blesse, parce que dans cet accord, il est seulement prévu de viser un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre dès que possible, ce qui est quand même assez flou. Des versions antérieures retenaient un objectif de baisse de 40 à 70%, ou même de 70 à 95% de nos émissions d'ici à 2050, mais ces mentions étaient jugées trop contraignantes par certains pays, donc elles ont été gommées. À plus long terme, dans la seconde moitié du siècle, l'objectif est de parvenir à un équilibre entre nos émissions d'origine humaine et leur absorption par les puits de carbone. Émilie Torgemène, 5 ans après la COP21, en 2020, le bilan en matière de réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial est bien en deçà des attentes. Expliquez-nous ça. Oui, les États, à de très rares exceptions, n'ont pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et les mêmes États peinent à mobiliser les ressources, les finances nécessaires. À ce moment-là, on considère que l'accord de Paris a permis d'augmenter moins vite nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même pas tout à fait l'objectif. L'objectif, c'était plutôt de les réduire jusqu'à arriver à la neutralité carbone. Il faut savoir que pour respecter l'accord de Paris, chaque habitant de la planète devrait avoir une empreinte carbone moyenne de 2,8 tonnes de CO2 par an, mais un Français a une empreinte de 11 tonnes. Donc on peut juste se dire que nous, les Français, on est loin du compte. Mais à la même époque, vous écrivez dans Le Parisien qu'en 5 ans, l'accord de Paris a provoqué des changements notables et qu'il y a encore des raisons d'espérer. À ce moment-là, les 25 membres de l'Union européenne se sont mis d'accord quelques jours avant les 5 ans de l'anniversaire de l'accord de Paris pour baisser leurs émissions d'au moins 55% d'ici à 2030. Et l'Union européenne, c'est tout de même un gros acteur économique et un gros émetteur de gaz à effet de serre. La Chine, qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre, promet d'être neutre en carbone en 2060 et fait des efforts. Et puis, à ce moment-là, on remarque que les énergies renouvelables gagnent du terrain un peu partout à travers le monde. Et il y a quelque chose peut-être de moins quantifiable, mais d'assez remarquable, c'est qu'il y a une mobilisation, on parle des années 2020, citoyenne. Il y a des grandes marches pour le climat qui s'organisent et qui mobilisent notamment une partie de la jeunesse. Dans les années qui suivent, Frédéric Mouchon, les États ne parviennent pas à se fixer des objectifs aussi ambitieux que l'accord de Paris au moment des COP, qui sont pourtant censés chaque année poursuivre les négociations engagées à Paris. Expliquez-nous ça.
C'est tout le problème de ces COP qui sont devenus de grands messes internationales où chacun vient avec ses objectifs qui ne sont pas forcément compatibles avec ceux du voisin. Il y a les pays producteurs de pétrole qui veulent continuer à forer jusqu'à la dernière goutte. Il y a les pays pauvres qui ne veulent pas payer pour la pollution émise historiquement par les pays riches. Il y a les pays insulaires qui supplient la planète d'avancer car c'est leur survie qui est en jeu. Et au final, les COP s'achèvent régulièrement par des avancées minimes, voire le plus souvent des échecs. En février 2020, l'ONG Scientist Rebellion publie une tribune signée par 1 millier de scientifiques du monde entier. Que dit cette tribune ? Cette tribune dit que l'objectif de limiter le réchauffement sous les 1,5 degrés est désormais hors d'atteinte, à moins de diminuer les émissions mondiales de 7,6% par an, ce qui paraît inconcevable et infaisable. Cette tribune, par ailleurs, théorise le passage à l'acte des scientifiques face à ce qu'ils considèrent comme l'inaction des gouvernements. En fait, ils appellent les citoyens à la désobéissance civile et au développement d'alternatives. Mais à ce moment-là, la communauté scientifique est divisée à l'idée de renoncer ouvertement à cet objectif de ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Pour quelles raisons, Émilie Torgemène ? Alors, il y a sûrement 2 raisons à ça. D'abord, c'est difficile de renoncer à cet objectif qui était une victoire, qui avait été ovationnée à Paris lors de la clôture de la COP21. Et c'est un objectif très ambitieux et ce serait comme un aveu d'échec déjà. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a un certain nombre de scientifiques et d'ONG qui s'accrochent à cet objectif et qui se disent que tout n'est pas perdu, même si ça semble très compliqué. Et philosophiquement, il y a un certain nombre de scientifiques qui considèrent qu'il vaut mieux garder un objectif très bas parce que vraisemblablement, on va rater cette marche, mais autant ne pas la rater trop haute. C'est-à-dire globalement, autant réussir à maintenir le réchauffement climatique sous les 1,6, 1,7 degrés plutôt que de la maintenir sous les 2,3, 2,4 degrés. Alors expliquez-nous quelles seraient les conséquences d'un réchauffement qui dépasse les 1,5 degrés au niveau mondial, même de quelques centièmes de degrés d'ici un demi-siècle. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, ce sont les universitaires de Saclay, donc les climatologues, qui expliquent que la différence entre un réchauffement global de 1,5 degré et un réchauffement global de 2 degrés, eh bien, c'est 10 cm de plus d'élévation du niveau moyen de la mer d'ici à 2100. 10 cm, ça a l'air pas grand-chose, mais pour un certain nombre d'installations ou les petits États insulaires, c'est une catastrophe. C'est le trait de côte qui recule, c'est la mer qui gagne du terrain. Après chaque 10e de degré, cela signifie en fait une intensification des phénomènes météo extrêmes, les canicules, les orages extrêmement violents. Dans l'océan, cela signifie aussi des blanchissements massifs des coraux. C'est triste pour les coraux, mais c'est aussi terrible pour la biodiversité marine. Donc à partir d'un certain seuil, la biodiversité, la vie telle qu'on la connaît sur Terre, va être très différente. Et plus le réchauffement est important, Frédéric Mouchon, plus il risque, toujours selon les scientifiques, d'entraîner des changements irréversibles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, le GIEC parle lui-même du risque de dépasser un seuil critique, au-delà duquel les effets seraient vraiment irréversibles. Et le changement climatique peut notamment déclencher ce qu'on appelle des points de basculement régionaux. Par exemple, la disparition de la banquise arctique au pôle Nord. On parle aussi de l'effondrement de la mousson en Asie du Sud, du renforcement de la mousson à l'inverse en Afrique de l'Ouest, qui conduirait, c'est assez paradoxal, mais au verdissement du Sahara et du Sahel. Et enfin, la déforestation peut aussi déclencher un point de basculement, notamment dans les forêts humides. Par exemple, la transformation de la forêt amazonienne en savane. Ce qui serait une vraie catastrophe pour le coup à l'échelle planétaire, puisqu'on considère que l'Amazonie, la forêt amazonienne, est un des poumons de la planète et donc un puits de carbone essentiel. L'année 2024 est marquée par plusieurs catastrophes climatiques, parmi lesquelles le cyclone Chido à Mayotte, les inondations à Valence en Espagne, les gigantesques incendies au Canada et les canicules aux États-Unis. C'est aussi l'année la plus chaude jamais enregistrée, la première pendant laquelle la planète s'est officiellement réchauffée de plus d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. À quoi c'est dû exactement ? Alors selon un rapport de l'OMM, qui est l'Organisation météorologique mondiale, on a connu en 2024 des températures extraordinaires à la surface des terres mais aussi des mers, notamment une chaleur océanique vraiment comme on n'en avait jamais vu auparavant, mais c'était aussi accompagné de conditions météorologiques très extrêmes. Alors
Pourquoi cet emballement des phénomènes extrêmes ? Les scientifiques estiment que le changement climatique engendre une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces événements météorologiques extrêmes, que ce soit inondations, sécheresse, canicules, orages violents. En fait, on peut estimer que plus la Terre se réchauffe, plus se crée un effet boule de neige et plus les phénomènes catastrophiques se multiplient. Est-ce que ça veut dire que l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, celui de contenir le réchauffement de la planète sous 1,5 degré, est officiellement hors de portée ? Alors heureusement, il ne suffit pas de passer 1 ou 2 années au-delà de cette limite pour enterrer totalement l'ambition de l'accord de Paris. Mais selon l'Organisation météorologique mondiale, ce seuil de 1,5 degré concerne le réchauffement à long terme, typiquement évalué sur 20 ans, et non le réchauffement à l'échelle d'une année. Cependant, chaque année où l'on atteindrait ou dépasserait une température annuelle de plus 1,5 degré rendrait plus difficile le respect du seuil à long terme. Émilie Torgemène, le lundi 23 juin, vous publiez dans Le Parisien un article intitulé « Pourquoi ce n'est pas la fin du monde ?», dans lequel vous donnez la parole à l'ancien président de la COP21, Laurent Fabius, mais aussi à des scientifiques du GIEC. D'abord, quelles sont les raisons pour lesquelles cet objectif n'est pas tenu selon eux ? En fait, les scientifiques ont publié à ce moment-là une étude qui montre que d'ici 3 ans, on ratera cette marche, on va louper cet objectif le plus ambitieux. Donc c'est pour cette raison qu'on leur donne la parole, et ce qu'ils expliquent, c'est que on aura consommé d'ici 3 ans notre budget carbone, c'est-à-dire qu'on aura émis plus que ce qu'il ne faut pour rester sous cet objectif des 1,5 degrés. Alors pourquoi on a titré de manière volontairement provocante « Ce n'est pas la fin du monde ?» Eh bien parce que 10 ans après, on fait le bilan, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit. Cet objectif était peut-être de toute façon plus politique et symbolique que réaliste. Dès le début, peu de personnes y croyaient. Et effectivement, Laurent Fabius explique à ce moment-là que oui, tout n'est pas réussi, mais que la COP21 reste un grand succès parce qu'elle a permis, malgré tout, de maintenir, de contenir l'emballement climatique. Donc même si l'objectif le plus ambitieux est caduc, l'accord de Paris a quand même servi à quelque chose ? Que ce soit Laurent Fabius, Ségolène Royal ou les scientifiques qu'on a interrogés à cette occasion, tous disent que sans l'accord de Paris, sans ces 29 articles et 140 paragraphe qui avait sollicité l'attention et la diplomatie du monde entier, la planète se serait réchauffée beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Or, ce que tout le monde répète, c'est devenu un slogan, mais chaque 10e de degré compte, et c'est une réalité scientifique. Ce que vous expliquez aussi dans ce papier, c'est que si on ne réussit pas à rester sous les 1,5 degré, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Non, loin de là. Et il faut vraiment le rappeler parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été plongées dans l'angoisse avec la publication de cette étude. 1,5 degré, c'était un objectif très ambitieux, c'était un symbole. Mais en ce qui concerne les efforts climatiques, ça n'est pas on ou off. Ça n'est pas un interrupteur qu'on allumerait. 1,5 degré, on est tous sauvés. 1,6 degré, on est tous morts. Ça se passe pas du tout comme ça. Il faut plutôt imaginer un variateur. Et quand on augmente la température mondiale, 1,6 degré, ce sera toujours mieux que 1,7 degré, qui sera vraisemblablement mieux que 2,5 degrés ou 4 degrés, qui est un scénario qui est envisagé dans des situations extrêmes. Ce qu'il faut retenir, Frédéric Mouchon, c'est que plus la planète se réchauffe et plus il sera difficile à l'avenir pour l'homme de s'adapter au changement climatique. Mais il y a d'ores et déjà des domaines dans lesquels il faut trouver des solutions de toute urgence. Oui, de toute façon, l'adaptation n'est déjà plus une option pour les agriculteurs qui voient les périodes de vendange avancer ou qui subissent des épisodes de grêle plus violents. C'est aussi le cas en ville où la lutte contre les îlots de chaleur est devenue un enjeu primordial pour les architectes qui réfléchissent à concevoir des bâtiments bioclimatiques ou des villes mieux adaptées aux canicules. Donc s'adapter est urgent et d'autant plus urgent que la situation devrait empirer. Mais pour l'instant, en raison du réchauffement climatique, il faut s'attendre à des températures encore plus chaudes et des épisodes de canicule encore plus fréquents au fil des années ? Oui, et plus ça se réchauffe vite, plus on aura de mal à s'adapter. Sous un climat à plus 4 degrés, par exemple, dans le pire des scénarios, les scientifiques estiment que les vagues de chaleur qu'on subit aujourd'hui et qui survenaient d'ordinaire une fois tous les 10 ans seraient amenées à frapper 9 années sur 10. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on risque de subir si le thermomètre monte à plus 4 degrés. Certains spécialistes aiment en fait comparer l'impact du réchauffement climatique à
de la fièvre. Si vous avez 37,5 degrés, tout va bien. À 39 degrés, vous êtes malade. À plus 40 degrés, vous êtes au bout de votre vie. Émilie Torgemène ? Pour autant, le fait d'avoir dépassé cet objectif qui était vraiment devenu un symbole, notamment pour les ONG, ça ne doit pas être une excuse. Et c'est François Gémen, qui est un des experts du GIEC, qui explique ça très bien. Un certain nombre d'acteurs, et il pense très clairement à Donald Trump, vont prendre cette excuse pour s'arrêter là, avec cette idée que à quoi bon continuer à faire des efforts, à quoi bon contraindre les Américains et le monde, puisqu'on a déjà dépassé les objectifs. Donc surtout pas. L'idée, c'est vraiment que chaque dixième de degré fait la différence. Merci à Émilie Torgemène et Frédéric Mouchon. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard et Pénélope Gualquierotti, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à nous laisser des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.